Bonjour à tous et bienvenue dans Mariage engagé, le podcast des futurs mariés éco-responsables. Je m'appelle Aude, je suis wedding planner et dans ce podcast, je vous partage mes meilleurs conseils, seul ou avec mes invités, pour vous aider vous aussi à organiser le mariage de vos rêves, mais surtout un mariage qui corresponde à vos valeurs. J'ai imaginé ce podcast comme un moment privilégié qui vous est entièrement réservé. Une petite pause dans votre semaine où vous pourrez faire le plein d'astuces pour votre mariage sans aucune pression, dans la détente la plus totale. Alors installez-vous confortablement, prenez un thé ou un café, de quoi prendre quelques notes et c'est parti pour l'épisode du jour. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente semaine et je vous souhaite la bienvenue dans l'épisode 44 de Mariage engagé et je vous prouve encore une fois que le podcast porte bien son nom avec un épisode centré sur l'organisation d'un mariage éco-responsable. Donc on a déjà abordé pas mal de fois ce thème, donc sur les bons, sur les mauvais côtés, sur des points spécifiques de l'organisation d'un mariage éco-responsable. Mais aujourd'hui, j'avais envie de vous proposer un petit épisode pour vous donner quelques actions rapides, faciles et économiques à mettre en place pour rendre votre mariage un peu plus écologique sans pour autant passer trop de temps ou dépenser trop d'argent dessus. En effet, il y a quand même pas mal de personnes qui, je pense, parmi vous, parmi mon audience ou en général parmi les personnes qui se marient, qui n'ont pas forcément une grande expérience de ce qu'il faut faire ou non pour organiser un mariage qui soit éco-responsable. Et même si, encore une fois, le but n'est pas de vous dire d'organiser un mariage éco-responsable à 100% parce que, spoiler alert, ce n'est pas possible. Le but est quand même de vous donner quelques clés qui soient simples à maîtriser pour que vous puissiez rendre cette journée un peu plus éco-responsable en y allant à votre rythme, en n'en faisant pas trop dès le départ pour que vous puissiez tout de même rester dans cette zone que vous maîtrisez et ne pas vous mettre en grande difficulté pour l'organisation de votre mariage. Avant de vous proposer les 5 actions, j'aimerais vous partager 2 chiffres en particulier que j'ai trouvés récemment, donc je vous mets les sources encore une fois dans la description et qui, même si je ne veux pas vous alarmer, sont pour moi des pistes de réponse à la question pourquoi est-ce qu'il faut organiser un mariage éco-responsable ou du moins pourquoi est-ce que je devrais organiser un mariage éco-responsable, même si encore une fois ça reste à la décision de chacun. Le premier chiffre, c'est que si on multiplie le nombre de mariages en France, soit à peu près plus de 200 000 unions par an au moment où l'article est sorti avec le bilan carbone d'un mariage, qui est environ de 12 tonnes, le résultat correspond à la consommation carbone de la ville de Bordeaux sur un an. Donc j'ai fait le petit calcul et cela voudrait dire que la consommation carbone de Bordeaux est de 2 400 000 tonnes de CO2 par an. Alors dit comme ça peut pas forcément paraître grand chose, mais peut-être que vous avez du mal à vous imaginer, à vous figurer ce que ça peut être. Essayez juste de vous imaginer 2 millions de tonnes ou même 2 tonnes de déchets devant votre porte. C'est un exemple que j'aime bien donner parce que je trouve que c'est représentatif. Je pense que vous vous figurez un petit peu plus à quoi ça correspond. Et le deuxième chiffre, c'est que si 10% des mariages seraient organisés de façon éco-responsable, cela reviendrait à enlever 100 000 voitures de la circulation sur un an. Donc encore une fois, je n'ai pas le chiffre exact de la consommation d'une voiture en particulier, puisqu'avec tous les modèles, tous les types d'essence, ça varie beaucoup. Mais pouvoir se dire qu'on enlèverait 100 000 voitures de la circulation, donc l'empreinte carbone de 100 000 voitures sur la circulation en un an, c'est juste énorme. C'est juste énorme de se dire que, bon, je vais reprendre l'exemple de la fable du colibri que j'aime beaucoup et que j'avais déjà traité dans l'un des épisodes de podcast, mais c'est que des fois, on pense qu'on fait une petite action et on se dit je fais ça mais en vrai c'est rien. Par exemple se dire je vais aller au travail à pied au lieu d'y aller en voiture. Peut-être que vous vous dites que c'est rien. Pareil, vous vous dites je vais trier mes déchets mais en vrai c'est rien, c'est bateau. Non, c'est pas bateau parce que dans le sens où c'est quelque chose de difficilement quantifiable.
Mais il y a beaucoup de personnes qui prennent leur voiture pour aller au travail en France, tout comme il y a beaucoup de personnes qui ne font pas le tri de leurs déchets. Donc le fait de se dire, de se dévaloriser en se disant que les petites actions, c'est rien, non, c'est pas rien. Il n'y a pas besoin de faire de gros trucs, de s'engager dans des associations, de faire, je sais pas, un tour du monde, de faire un nettoyage de la plage ou des rues de sa ville pour que ce soit beaucoup. Les petites actions comptent tout autant que les grandes parce que ça signifie que vous agissez à votre échelle et que vous allez petit à petit augmenter la progression. Peut-être que vous vous mettez à faire des gestes simples parce que vous démarrez dans ce milieu et vous ne savez pas quoi faire, mais au fur et à mesure que vous allez vous acclimater, que vous allez parler à d'autres personnes, que vous allez découvrir de nouvelles façons de réduire votre impact carbone sur la planète, vous allez mettre en place d'autres actions qui vont vous plaire et qui vont vous donner envie de faire d'autres actions à encore plus grande échelle avec lesquelles vous soyez à l'aise et que vous avez envie de mener jusqu'au bout. Voilà, c'est pour ça que pour moi c'est hyper important de ne pas se dévaloriser sur les actions qu'on fait, car techniquement dans cet épisode, ce que je vais vous proposer, c'est pas des actions qui sont révolutionnaires, c'est des choses que vous pouvez facilement mettre en place, mais c'était important de mettre ces actions simples sur le devant de la scène pour que vous puissiez vous rendre compte que justement ce n'est pas rien et que si vous faites ne serait-ce qu'une seule de ces actions, cela vous permettra de diminuer d'énormément votre empreinte carbone. Donc je ne vais pas m'étendre plus longtemps, cette introduction est déjà beaucoup longue et je vous propose de partir à la découverte de la première façon dont vous pouvez rendre votre jour de mariage un peu plus écologique, et c'est tout simplement en sachant exactement ce que vous voulez. Donc déjà, quand je vous dis que ce que j'ai à vous proposer ce n'est pas révolutionnaire, ça c'est un exemple, mais c'est hyper important. C'est hyper important dans le sens où si vous savez exactement ce que vous voulez, vous allez pouvoir refuser plus facilement ce que vous ne voulez pas. Donc encore une fois, c'est sûr que ça prend du temps de se poser, de peut-être passer un après-midi à faire son cahier des charges sur chaque chose qu'on souhaite pour son mariage et se dire je veux ça, je ne veux pas ça, j'élimine ça tout de suite. C'est long, ça prend du temps, c'est chiant, je dis pas le contraire, mais c'est essentiel si vous souhaitez éviter les déchets, éviter les achats inutiles que vous n'utiliserez pas derrière. Car pour moi, c'est le plus gros gâchis qu'on peut faire à un mariage. Et je sais, je connais des personnes qui sont addictes de décoration et qui achètent quand même beaucoup de décoration. Je ne dis absolument pas ça parce que j'en fais partie. Mais le fait d'avoir une idée claire de ce que vous souhaitez va vous aider à pouvoir dire non à tout ce que vous ne souhaitez pas et ainsi éviter les déchets, éviter les dépenses inutiles et donc économiser votre argent, car ce serait quand même dommage d'acheter à tire-larigot parce que vous ne savez pas et vous retrouvez le jour J à ne pas utiliser la moitié d'entre eux parce que ça ne correspond pas à ce que vous souhaitez au final et vous retrouvez paumé parce que vous ne savez pas quoi en faire ensuite. Je sais que c'est un sujet qu'on avait déjà aussi abordé sur le podcast, j'avais fait un épisode notamment sur le recyclage de la décoration de mariage, mais j'ai aussi parlé notamment de la méthode des 5 R, dont le fait de refuser fait entièrement partie et qui est une méthode que je vous conseille d'utiliser si vous souhaitez encore plus réduire les déchets le jour de votre mariage. Donc là, je parlais de décoration, mais évidemment, le fait de refuser ce qu'on ne souhaite pas, ça s'applique sur énormément de choses. Ça s'applique sur la nourriture, c'est-à-dire que vous allez privilégier d'avoir des quantités qui soient calculées au plus juste plutôt que de peut-être commander beaucoup trop de nourriture et au final ne pas savoir quoi en faire. Et ça va être pareil au niveau des invités, au niveau des demandes de votre entourage. Vous serez plus capable de leur dire non si vous savez qui vous voulez inviter, si vous savez que vous souhaitez inviter uniquement les personnes que vous souhaitez voir à votre mariage et que vous n'êtes pas obligé d'inviter parce qu'on vous pose la question ou parce qu'on vous supplie à genoux d'inviter quelqu'un, sinon on sera tout seul le jour du mariage. Et encore une fois, le fait de se dire je vais acheter la nourriture au plus juste ou le fait de se dire je vais réduire la liste des invités parce que peut-être qu'on aura un petit mariage, mais au moins on aura le mariage avec les personnes qu'on a envie de voir, qui vont nous motiver, qui vont nous donner du peps, ça va vous aider à contrôler votre budget et ne pas le dépenser aux quatre coins, ce que vous pourriez regretter par la suite, surtout si vous avez un budget limité.
Et oui, la vie, c'est pas Hollywood, on peut pas se permettre de claquer 90 millions de dollars dans un film pour au final ne pas décider de le sortir, n'est-ce pas? Bref, je commence à m'égarer, ça veut dire qu'il est temps de passer à la suite avec la deuxième astuce qui est de privilégier le local et les produits de saison au maximum. Donc j'ai mis ces deux aspects ensemble car l'impact sur l'environnement est assez similaire. Comme vous le savez si vous avez écouté les précédents épisodes sur le sujet, donc sinon je vous remets les liens dans la description, l'empreinte carbone d'un mariage est causée à 80% par le transport. Et techniquement, le fait de choisir des produits locaux et de saison va vous aider à réduire au maximum ces transports. Donc je pense que dans les deux cas, je n'ai pas besoin de vous expliquer pourquoi est-ce que choisir des produits locaux et de saison va vous aider à réduire les transports. Je pense que vous le savez déjà, mais c'est aussi intéressant pour votre santé puisque qui dit des produits locaux ou de saison dit surtout pour les produits de saison que ces produits seront moins transformés chimiquement, donc ils seront plus naturels, et donc qu'ils vont conserver tout leur goût, tous leurs effets, leurs attributs, etc. Bref, tout ce que vous voulez, et vous serez sûr d'avoir des produits goûteux le jour de votre mariage. Donc encore une fois, là c'est sur l'aspect alimentaire, mais dans tous les cas, que ce soit sur la nourriture, la décoration ou les tenues, cela va permettre aussi de favoriser le commerce local, de participer à la sauvegarde de modes de savoir-faire qui sont peut-être ancestraux, peut-être que vous avez la chance d'habiter dans une ville qui est réputée pour avoir un savoir-faire en particulier. Je prends le cas par exemple de Romans-sur-Isère qui est situé pas loin de Lyon, donc pas loin de chez moi, et qui est justement une ville réputée pour sa maroquinerie, pour sa fabrication de chaussures et de sacs. Mais je sais que c'est aussi le cas de d'autres villes françaises, rassurez-vous. Bref, c'est pour ça qu'aussi pour moi c'est important de privilégier des produits locaux ou du moins des produits qui sont fabriqués en France parce que ça va tout simplement permettre de faire vivre des petits entrepreneurs, des petites structures, des petits commerces qui en ont bien besoin, surtout quand on voit à quelle vitesse effarante les grands de ce monde se propagent et ont tendance à avaler les plus faibles. Le fait de se dire bah non, je ne vais pas faire ça, je ne vais pas acheter sur Amazon, sur Shein ou sur tout autre site, je vais passer par des petits commerçants pour leur acheter leurs produits, les utiliser à mon mariage et contribuer à les faire vivre un petit peu. Évidemment, j'ai déjà abordé la question, mais c'est sûr que ces produits-là vont coûter un peu plus cher que les produits plus traditionnels, mais croyez-moi, ça en vaut la peine. Et encore une fois, vous n'êtes pas du tout obligé de soit passer par cette option ou soit de le faire sur tout votre mariage pour que ce soit considéré comme une action écologique. Vous pouvez très bien choisir votre robe, de faire votre robe par une couturière qui travaille uniquement avec des accessoires qui sont made in France et faire autrement pour le reste de votre mariage, ce sera déjà pas mal. La troisième astuce que je souhaite vous donner est le fait tout simplement de réutiliser au maximum. Donc si vous connaissez déjà la règle des 5 R, vous savez déjà que c'est un des éléments de cette règle, le fait de réutiliser, mais je me permets d'en parler ici parce que c'est super important et surtout énormément sous-estimé. Parce qu'encore une fois, ça passe par plein de choses et par beaucoup de domaines différents. Par exemple, ça peut être d'acheter des objets, des vêtements qui soient d'occasion, de réparer ce que vous avez chez vous pour lui donner une seconde vie pour pouvoir le réutiliser. Le fait de déjà passer par ces circuits alternatifs est très important parce que ça va vous coûter déjà beaucoup moins cher que le neuf, mais ça va aussi vous aider à générer moins de déchets car non seulement sa fabrication ne créera pas de nouveaux déchets puisque ça a déjà été le cas, mais en plus vous le sauvez d'un passage à la poubelle, vous le réintégrez dans le cycle d'utilisation et vous contribuez à ce que ce cycle devienne plus circulaire plutôt que linéaire. Donc au lieu de le jeter et donc d'en faire effectivement un déchet visible, dans le sens où il ne sera peut-être pas forcément recyclé, vous le recyclez vous-même, vous lui donnez une seconde vie, une seconde utilité et vous le faites à foison, à tire-larigot jusqu'à ce que vraiment il n'y ait plus aucun espoir de le recycler en autre chose. Mais ça peut être aussi, si jamais vous achetez neuf, de vous diriger vers des produits qui soient réutilisables ou qui soient multifonctions.
Donc ça veut dire qu'on évite tout ce qui va être les objets jetables ou même les objets en plastique, qui est une matière qui est très difficile à recycler. Et vous allez vous diriger vers des matières, des objets qui seront plus durables dans le temps, que vous pouvez utiliser pour faire plusieurs choses et que vous pourrez utiliser à l'infini. Et à ce stade du podcast, j'ai un autre chiffre à vous partager qui nous vient du blog 77 Diamonds, donc merci à eux d'avoir trouvé l'info. Et cette information est que la production de déchets plastiques d'un seul mariage s'élève à près de 20 kg. Donc encore une fois, c'est que pour le plastique, je n'ai pas le chiffre pour le bois, le métal ou d'autres matières, mais le fait de se dire que le plastique accumulé pendant son mariage représente 20 kg veut dire, pour ceux qui sont plus optimistes, que c'est une production qu'on peut facilement réduire, parce que même réduire de 20 à 10 kg, de 20 à 15 kg, c'est déjà énorme, c'est déjà beaucoup. Et donc, vous pouvez passer par ces petites astuces pour réduire cette production d'objets jetables et de plastique pour votre propre mariage. Et encore une fois, on va reparler nourriture, mais ça va être de réutiliser les restes du repas si jamais vous en avez. Donc tout à l'heure, on a parlé du fait de bien cibler les quantités pour éviter d'avoir à gaspiller derrière, mais si jamais votre traiteur est partant, vous pouvez faire des doggy bags avec les restes, soit les réutiliser pour le brunch du lendemain, ou alors en faire des sacs pour les passer à vos invités pour qu'ils puissent les manger chez eux. Parce que si jamais ils ont de la route, ils seront bien contents d'avoir leur repas qui est tout près dans leur sac, je pense. Conseil numéro 4 et qui va vous aider à rendre le jour de votre mariage un peu plus écologique, ça va être de suivre les labels. Donc là, on va surtout parler au niveau des achats neufs. On a déjà établi que ce n'était pas toujours possible d'éviter les achats neufs, mais qu'il y avait quand même des petites astuces pour vous assurer de réduire les déchets, de réduire l'empreinte carbone de vos achats neufs, et les labels en font partie. Pourquoi est-ce que je vous conseille ça? Tout simplement parce que ce soit en France, en Europe ou même au niveau mondial, il y a beaucoup de labels qui existent pour les produits écologiques, donc que ce soit la nourriture, les vêtements, les objets en tant que tels, etc., etc. Et que tous ces labels ont été établis selon des normes strictes, c'est-à-dire que les entreprises qui se voient octroyer ces labels doivent subir, alors subir c'est peut-être un grand mot, mais du moins elles doivent montrer patte blanche, elles doivent montrer qu'elles cochent toutes les cases du cahier des charges du label pour vraiment être sûr que l'entreprise, le produit qu'ils souhaitent faire labelliser correspond aux attentes, correspond à l'esprit du label pour que ce soit cohérent de leur côté. Et une fois qu'un label est accordé, il n'est jamais accordé à vie. Et l'entreprise doit refaire une demande tous les 1 an, tous les 3 ans, les 5 ans, les 10 ans, ça dépend des labels. Et repasser par les mêmes procédés, à chaque fois repasser par les mêmes inspections pour que le label s'assure que les standards de l'entreprise restent toujours aussi élevés et correspondent toujours autant aux exigences du label. Et si vous vous demandez encore l'importance que cela peut avoir pour votre mariage, alors l'exemple que je vais donner va surtout parler aux personnes qui ont voulu ou ont fait des études de commerce ou dans d'autres écoles qui ont des labels, mais spécifiquement dans ces écoles, il y a plusieurs labels qui sont accordés. Alors, pas du tout pour attester que l'école est bien légitime et bien apte à enseigner aux étudiants les requis nécessaires pour qu'ils puissent être diplômés et aller dans le monde de l'entreprise après, mais dans ce cas-là, ça va surtout être des accréditations internationales qui attestent que l'école correspond à des critères internationaux sur des éléments comme la pédagogie, la qualité, l'innovation, les liens avec les entreprises, la recherche. Alors je sais que notamment pour une des accréditations, il faut qu'il y ait 60% d'enseignants-chercheurs qui dispensent des cours au sein d'un même cursus. Donc je ne vais pas m'étendre sur l'utilité ou non de ces éléments, ce n'est pas du tout l'épisode du jour, mais je vais juste parler de ça parce que c'est des accréditations qui sont énormément importantes, notamment pour les étudiants d'école de commerce qui souhaitent faire des parcours, des semestres d'échange à l'étranger, où évidemment ces accréditations seront bien plus valorisées qu'en France.
et qui va permettre de rassurer les écoles étrangères et qu'elles puissent se dire en recevant un étudiant, se dire l'école est accréditée avec telle accréditation, donc ça signifie que le niveau est élevé, le niveau est bon. Bref, c'est un exemple parmi tant d'autres, donc je vais revenir sur le sujet du mariage, mais les labels pour le mariage sont tout aussi importants, surtout pour un mariage éco-responsable, car dans tous les cas, ces labels sont très stricts, répondent à des normes qui sont très stricts, sont cohérents avec l'esprit éco-responsable et vous rassureront en un clin d'œil sur la fiabilité de l'entreprise, sa légitimité, si je puis dire, entre guillemets, à présenter un produit qui est éco-responsable puisqu'elle est certifiée avec tel ou tel label. Bon, évidemment, je grossis le trait parce qu'il y a des entreprises qui sont peut-être plus petites, qui proposent vraiment des produits éco-responsables, mais qui ne sont pas labellisés pour X ou Y raison. Donc ça ne signifie pas que vous ne pouvez pas leur faire confiance. Au contraire, là, c'est juste un exemple que vous pouvez utiliser ou non pour vous aider dans l'organisation de votre mariage éco-responsable. Et techniquement, des labels, on a déjà abordé le sujet dans quelques articles, donc je vous mets encore une fois les liens en description. Je sens qu'encore une fois, la barre de description va être très longue, mais ça peut être par exemple les normes AB, donc l'agriculture biologique pour l'alimentaire, la certification GOTS pour les vêtements, un prime vert pour tout ce qui va être impression, etc. Je vous laisse faire vos petites recherches ou aller voir dans les articles pour avoir beaucoup plus d'exemples de labels que vous pouvez utiliser ou non. Et enfin, dernière astuce que je vous conseille, ça va être d'offrir ou vous faire offrir des cadeaux immatériels, c'est-à-dire des cadeaux qui ne sont pas physiques, donc c'est-à-dire que vous n'allez pas recevoir de produits, vous n'allez pas offrir de produits, vous n'allez pas offrir des dragées, des lunettes, je sais pas, un tire-bouchon, et vous n'allez pas demander dans votre urne de mariage à vous faire offrir un lave-linge, un lave-vaisselle, surtout si vous en avez déjà. Donc encore une fois, je grossis le trait, ne vous inquiétez pas. Mais ça va être surtout de se centrer sur soit des choses qui pourront vous servir, soit sur des choses qui pourront aider, servir à vos invités dans le cadre des cadeaux d'invités. Donc si jamais ça fait 3 ans que vous êtes ensemble, que vous habitez ensemble avec votre chéri et que vous avez tout ce dont vous avez besoin, vous pouvez demander de l'argent, donc mettre une urne à disposition et laisser vos invités mettre des chèques de l'argent dans l'urne. Ou alors vous pouvez demander des choses immatérielles comme des voyages, une place de concert, un abonnement à la salle de sport, au cinéma, bref, tout ce que vous voulez. Mais le plus important, c'est que ce soit quelque chose qui vous serve et qui vous fasse plaisir. Donc encore une fois, si jamais vous avez besoin de certaines choses, vous pouvez vous dire, je vais profiter de l'urne de mariage, de la liste de mariage, pour me faire offrir ces choses. C'est totalement possible, vous pouvez totalement le faire, mais si jamais vous n'avez besoin de rien, vous pouvez vous baser sur des choses immatérielles, peut-être des envies, des rêves que vous souhaitez réaliser pour que vous puissiez mettre vos invités à contribution et qu'ils vous aident à réaliser ces rêves. Et pour les cadeaux d'invités, on en parlait il y a quelques instants, mais vous avez le choix, même l'obligation je dirais, d'offrir des choses à vos invités qui vont leur servir, qu'ils vont utiliser. Donc si jamais vous savez que vos invités ne sont pas du genre à manger des dragées, ça ne sert à rien de leur offrir des dragées. Mais l'exemple classique, c'est si jamais vous vous mariez en été, vous pouvez offrir des éventails personnalisés, des lunettes de soleil personnalisées, etc., etc. Je sais que pendant le Covid, il y a beaucoup de couples qui ont fait faire des masques sur mesure à l'effigie de leur mariage et qui les ont offerts à leurs invités, donc déjà parce que ça fait moins tache sur les photos, mais aussi pour qu'ils puissent se souvenir de ce mariage, de cette attention en particulier, et surtout qu'ils puissent réutiliser le masque dans le cadre de masques en tissu. Bref, c'est un exemple parmi tant d'autres encore une fois, mais ça vous montre tout ce qu'il est possible de faire pour votre mariage, et encore une fois, chaque élément que vous prenez individuellement, chaque action que vous allez faire va vraiment vous aider, va avoir un impact positif sur l'empreinte carbone de votre mariage, mais c'est sûr que plus vous en faites, plus vous allez avoir un impact positif. Mais encore une fois, le but n'est pas de vous mettre la pression, de vous dire il faut absolument que vous fassiez ça, ça ou ça. Tout ce que je vous ai présenté dans cet épisode, ce sont des éléments qui sont indicatifs, que je vous conseille de faire, mais que vous n'êtes pas obligé d'appliquer si vous ne le souhaitez pas. J'espère en tout cas que cet épisode vous aura plu. Moi en tout cas j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. N'hésitez surtout pas si jamais vous avez des questions à ce sujet, ça me ferait très plaisir d'y répondre et pourquoi pas
de dédier d'autres épisodes sur ce sujet si jamais ça vous intéresse. Si vous êtes une future mariée et que vous souhaitez organiser un mariage écologique et que vous vous situez de préférence sur la région Rhône-Alpes ou sur la région toulousaine, vous avez toujours la possibilité de réserver votre appel découverte avec moi gratuitement pour que nous puissions parler plus en détail de votre projet de mariage pour vous aider à organiser le jour de vos rêves, un jour qui soit le plus écologique possible. Et si vous habitez en dehors de cette région, le coaching est toujours disponible. On peut passer 1 heure ou plus à faire un coaching pour vous aider à mettre en place des actions éco-responsables pour votre mariage. Donc si vous avez besoin de ces choses-là, surtout, n'hésitez pas. Je vous quitte sur ces quelques mots. J'espère encore une fois que l'épisode vous aura plu. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour l'épisode 45 de Mariage engagé, qui est, je suppose que vous l'avez deviné, qui sera donc une interview. Voilà, je vous souhaite de passer une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Cet épisode est désormais terminé. Merci à vous de l'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu et qu'il va vous aider pour l'organisation de votre mariage. Vous retrouverez toutes les notes sur mon site audegrosbois.com/podcast si vous souhaitez revoir les grandes lignes de cet épisode. Et si vous souhaitez me soutenir et soutenir le podcast, n'hésitez pas à me laisser 5 étoiles sur Apple Podcast et à me laisser un petit commentaire si votre plateforme le permet. Je serai ravie d'avoir vos retours et cela m'aidera grandement à m'améliorer et à vous fournir des astuces toujours plus concrètes pour vous aider à organiser votre mariage éco-responsable. Je vous souhaite très fort de passer une excellente journée et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode de Mariage engagé, le podcast des futurs mariés éco-responsables. À très vite!